Bonjour, c'est Frédéric pour Dakar d'antan. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'aventure de Jeff en 1981 sur le Paris-Dakar. C'était en 1981. On était jeunes, beaux, journalistes et motards tout-terrain très inexpérimentés. C'est alors que notre rédacteur en chef de l'époque, enthousiaste mais un peu inconscient, nous propose de vivre de l'intérieur, pour le Parisien, la troisième édition de l'une des courses les plus excitantes de l'époque. Expérimenté ou pas, il y a des occasions qu'on ne peut pas vraiment laisser passer. Nous voilà donc embarqués, Tartine, Martine de son vrai prénom, comme reporter dans un camion de presse et moi comme concurrent au guidon de ma moto, dans cette aventure un peu cinglée, orchestrée par le regretté Thierry Sabine. Certainement l'une des expériences les plus intenses de notre vie, même si, pour ma part, elle ne s'est pas terminée comme je l'espérais. Dans mon cas, le deal était le suivant. Le journal payait l'inscription, l'assurance rapatriement sanitaire, les frais de course, essence, prestations Africa Tour, etc. et l'avion du retour, soit environ 40 000 francs, autour de 6 000 euros. De mon côté, j'apportais la moto et sa préparation, ainsi que les pièces détachées, les consommables et mon équipement, soit environ 50 000 francs, autour de 7 500 euros. Coût total, 13 500 euros, à comparer aux 40 à 60 000 euros qu'il faut trouver aujourd'hui pour une édition qui dure une semaine de moins. Du côté de Tartine, qui était présente à titre professionnel, le coût du Dakar pour le journal rentrait dans une enveloppe forfaitaire mise au point par l'organisation, comprenant la prise en charge complète de chaque reporter autour de 40 000 francs, donc toujours 6 000 euros. Et pour couronner le tout, un camion d'assistance, pas n'importe lequel, le Ford Transcontinental numéro 303 de Brie, Salou et Peu, transporte des pièces de rechange pour Dominique. La suite du récit est inspirée de plusieurs articles parus dans Le Parisien que nous avons condensés pour raconter plus particulièrement le Dakar de Dominique Hollande, le dossard numéro 42. Inimaginable, dit Dominique, à 7 heures du matin, le 1er janvier, une foule réellement monstre. C'est là que j'ai compris, pour la première fois peut-être, que je me préparais à vivre quelque chose d'exceptionnel. Paris-Dakar commence bien avant le départ, dans de petits ateliers isolés, mal éclairés, noirs de cambouis, où l'acier des pièces inlassablement démontées puis remontées. La moto de Dominique, une Honda 500 XLS, a subi ce démontage en règle, sans lequel il n'y a que fort peu de chances de vaincre l'Afrique. Dans cette entreprise, obscure, minutieuse, Dominique a été aidé par un autre fou de la moto, Didier Meyer. Du travail d'orfèvre. Toutes les pièces du moteur ont été trempées dans du micro-long pour réduire les frottements et assurer la longévité. Les points stratégiques de la moto ont été renforcés, le cadre, la boucle arrière, qui sous la selle supporte tout le poids du pilote. La chaîne Tsubaki est auto-lubrifiante et a l'énorme avantage de ne jamais se détendre. Le circuit électrique a été revu et simplifié. Pas de clé de contact, juste deux fils à joindre. Autre précaution, sur la XLS 500, un phare longue portée à iode et contre le sable, un filtre supplémentaire de Renault 14. Oui, oui, vous lisez bien et le verrez facilement sur les photos du site. Un filtre à air de R14 sur une Honda 500 XLS. Dominique ne se félicitera jamais assez d'avoir accompli ce laborieux bricolage. Dans la course, il verra des dizaines de concurrents forcés à l'abandon par des défaillances d'un matériel mal préparé, quand sa Honda ne bouffera pas une goutte d'huile. Un coup de chapeau au passage au gros cube Ford qui transportait les pièces de rechange. Les premières étapes en France se sont succédées sans problème pour Dominique. Juste une poignée de frein cassée dans la spéciale à Nîmes, après avoir glissé sur une grande plaque de verglas. Pris de peur, il en achètera une dizaine, et elles lui serviront. Les choses sérieuses ont commencé après Alger. À Alger, nous avons été accueillis par une foule en liesse, raconte Dominique. Mais je dois dire que je pensais surtout à la première grande étape de liaison de 900 km qui devait avoir lieu le surlendemain. Il avait bien raison, Dominique, de se soucier à l'avance, car il va connaître sa première grande frayeur. La nuit était tombée, mais j'étais tranquille, avec mon gros longue portée. Tout à coup, j'ai senti que la moto avançait comme sur du coton. J'étais sur du fèche-fèche. Quelque chose qui a la consistance du talc et l'apparence du sable. Je n'ai pas pu conserver mon équilibre et la moto a basculé sur le côté. Prisonnier à la fois du fèche-fèche et de ma moto qui m'écrasait, je ne pouvais pas me dégager. J'ai alors vu deux phares foncer sur moi. C'était une Toyota qui roulait plein pot. Pendant quelques secondes, j'ai bien cru que le pilote ne me verrait pas, quand au dernier moment, la voiture a fait un écart. Il ne s'en était fallu que de quelques mètres. Avertissement sans frais pour Dominique. Jusque-là, le désert avait été plutôt gentil pour lui. Ce n'était pas le cas pour tout le monde. Autour de notre secrétaire de rédaction tout-terrain se multipliaient les abandons, y compris des motos d'usine. Mais ce n'était rien en comparaison de l'étape fantasmagorique de Timéaouine. Des dizaines de motards perdus dans le désert, un véritable safari des organisateurs pour remettre les égarés sur le bon chemin.
Cette déroute dans le désert avait fait grand bruit en France. Un vrai désastre, se souvient Dominique. Par chance, sans doute, il est comme ça, très modeste, j'ai réussi à rester sur la piste. J'ai appris ensuite que beaucoup étaient sortis. Les types étaient à bout de nerfs, certains pleuraient et voulaient rentrer à Paris. Il ne faut pas oublier que chaque concurrent n'a qu'une trousse de survie et 1 litre d'eau. Plutôt paniquant quand on est perdu en plein désert et que la panne sèche est toute proche. Le soir, à Timéoïne, Dominique était 38e environ sur 70, alors que 114 motards avaient pris le départ. Le représentant du Parisien s'était même offert le luxe, durant cette étape assassine, de dépanner 2 officiels de chez Yamaha. Le lendemain, il conservait, après avoir pris un raccourci, sa place dans le peloton de tête. Dominique, à ce moment précis, se voyait au bout. Et puis, il y a eu Gao. Le début des ennuis de Dominique. Pendant une journée de repos, le comble. Plutôt que de continuer comme les copains à se baigner dans le Niger, Dominique a préféré monter sur sa moto des pneus cross en remplacement des trials, dans l'espoir de faire mieux encore. Hélas, ce choix allait s'avérer catastrophique. Dès le lendemain, reconnaît Dominique, j'ai vu que j'avais fait une erreur. Les pneus trop durs n'étaient pas adaptés ni au sable ni à la moto. Celle-ci s'enfonçait sans arrêt, elle chassait de l'arrière, je ne pouvais plus la tenir. Dès lors, le calvaire. Une première chute. La moto m'est retombée sur la jambe droite. Une seconde, 50 km plus loin, plus grave. Cette fois, je suis retombé sur la tête et j'ai perdu connaissance pendant une demi-heure. Ce sont d'autres concurrents qui m'ont secouru. À l'arrivée à Tombouctou, au Mali, Dominique était crevé mais toujours en course. Le lendemain, entre Tombouctou et Nyono, il y était encore, mais à quel prix? J'ai fait une nouvelle chute, très dure. J'ai eu la cheville gauche atteinte et le poignet droit. À Nyono, il était mort. Pas question de changer ces maudits pneus, ils sont spéciaux et il faut 3 heures pour le faire. Le lendemain, malgré toutes ses blessures, Dominique s'est présenté au départ. 40 km plus loin, Paris-Dakar, c'était fini pour lui. J'avais mal partout, j'avais pris du retard à cause d'un incident stupide peu après le départ. J'ai crevé à l'avant, j'ai réparé, et ensuite j'ai voulu rattraper le temps perdu. Alors j'ai mis les gaz. La piste était toute droite, mais il y avait un nuage de latérite, une petite poussière qui reste en suspension. De la poussière, Dominique en est sorti. Trop vite. Elle lui avait caché que la piste tournait à angle droit beaucoup trop vite. Résultat, très lourde chute dans les épineux. Des petits arbustes à grosses épines, à 120 km/h, et des douleurs violentes aux côtes, aux poignets et aux 2 pieds. La belle aventure s'est arrêtée là. La suite est racontée par Pierre-Claude Gillier, qui pilotait lors de ce Dakar le MAN numéro 312, qui assurait l'assistance LADA. Alors que, fidèle à notre habitude, Jocelyne Minacci et moi parcourions la piste l'œil aux aguets, histoire de ne pas faillir à notre réputation qui était d'être devenus les Saint-Bernard de la piste, notre attention fut attirée par la présence d'une moto, couchée au sol près d'un buisson d'épineux. Manifestement, un concurrent motard venait de se démouler velu. Effectivement, le malheureux gisait au beau milieu des épines. Certaines s'étaient plantées dans son cuir, et avant qu'un véhicule sanitaire n'intervienne, Joss et moi commencions à les extraire, à la pince. Le motard n'était pas inconscient. Il parlait mais se plaignait de douleur, à un bras et une jambe. L'attente à ses côtés ne fut pas très longue avant que n'interviennent les médecins de la course, à notre grand soulagement. Ceux-ci diagnostiquèrent une fracture à une jambe, ils plâtrèrent, de rechef, l'infortuné motard. Quand le plâtre fut sec, il fallut envisager son évacuation. Peut-être l'hélico était-il appelé sur une autre intervention, toujours est-il qu'il fut envisagé de charger le blessé dans la Lada Niva des médecins, équipée certes, mais plus que rudimentairement pour transporter quelqu'un allongé sur un brancard. Il nous fut aisé de convaincre les toubibs que le transport de ce blessé serait plus confortable et moins pénible pour lui en le prenant avec nous à bord du camion. Il faut vous préciser que le MAN était équipé d'une couchette derrière les sièges, couchette fort confortable au demeurant. Après avoir hissé le motard dans la cabine, avec moult précautions, allongé sur le matelas de la couchette, nous poussâmes le soin du confort jusqu'à lui suspendre la jambe plâtrée après l'arceau de sécurité à l'aide d'une sangle, et nous reprîmes la piste. Nous devions livrer notre homme, comme convenu, à l'arrivée de l'étape. Cette étape fut longue, très longue, et soucieux du bien-être de notre passager occasionnel, nous évitions autant que faire se peut de trop le chahuter. Son moral était bon, il ne semblait pas trop souffrir, et je pense qu'il nous était reconnaissant de lui avoir épargné le trajet en Niva. Joss et moi furent aux petits soins pour lui, l'abreuvant lorsqu'il en manifestait le désir, lui procurant nourriture et luxe suprême, lui faisions passer le bassin, un cache plastique de longue portée, lorsqu'il lui prenait une envie de satisfaire un besoin naturel. Les heures défilaient, interminables, et cette étape s'installait dans la durée. La nuit nous rattrapa et, comble de malchance, suite aux événements politiques du pays, un couvre-feu avait été instauré dans le pays. Celui-ci nous fut signifié à l'un des nombreux postes de contrôle qui jalonnaient notre parcours. Nous allions devoir faire halte là où nous nous trouvions. Le contournement de cette obligation vint sous la forme d'un passe-droit qu'un officier rédigea de sa plus belle plume.
Étant donné que, selon nos dires, nous transportions une personne grièvement blessée, il nous fut autorisé de poursuivre notre route, mais avec de nombreux conseils et recommandations de prudence. Dit autrement, à nos risques et périls. Dieu merci, tout se passa pour le mieux pour nous. Seule petite contrariété à ce joli tableau, lorsque notre réserve de carburant afficha sa carence à la jauge, il nous restait encore pas mal de kilomètres à faire et il devint urgent de refueler, de refaire le plein. Nous fîmes halte dans une station, mais couvre-feu aidant, elle avait dû couper l'alimentation électrique des pompes. Nous avons dû, à la force des muscles, actionner des centaines de fois un levier dans un mouvement de va-et-vient qui permettait de remplir alternativement 2 bocaux en verre de 5 litres chacun. Dès qu'un bocal était plein, il fallait manipuler un levier qui lui permettait de se vider, pendant que l'autre se remplissait. Cette halte nous prit un temps certain, et c'est les muscles endoloris que nous parvînmes au terme de cette étape. Notre blessé remis entre les mains des hommes de science, nous rejoignîmes notre team qui avait établi ses bases chez un transporteur local, vu les nombreux vestiges de camions qui encombraient cette espèce de cour fermée où nous étions regroupés. La nuit fut, comme à l'accoutumée, courte pour Joss et moi. Mission mécanique oblige. Vous dire que la zénitude m'envahissait serait un gros mensonge, eu égard aux tirs sporadiques d'armes automatiques qui déchiraient de loin en loin le silence tout relatif d'un bivouac. Dominique ne finira donc pas le Dakar, même s'il continua un temps dans le fameux safaribus. Après, la mort dans l'âme, c'est le rapatriement, arrivé à Roissy. Un téléphone, maman, c'est moi. L'hôpital de Dourdan, verdict des radios, 3 métatarsiens fracturés au pied droit, fracture de la malléole du pied gauche, double fracture du poignet droit, la 6e côte cassée. Allez, bobo, dodo. Et d'ajouter, au final, j'ai perdu ma moto, que le camion balai n'a jamais retrouvée, et j'ai passé 2 mois dans le plâtre et un chez le kiné. Mais la plus grosse blessure était bien sûr celle de l'amour-propre et la déception de ne pas avoir vu la plage de Dakar avec Martine. De son côté, au moins, c'était le sans faute. De beaux reportages, des images à n'en plus finir et un événement exceptionnel vécu de bout en bout, au plus près des concurrents, à bord du safaribus de presse. C'est sûr qu'elle aurait préféré me voir à l'arrivée sur mes 2 pattes, mais au final, l'expérience a été formidable pour nous deux. L'Afrique nous a laissé un goût de revenez-y qui a motivé pendant de nombreuses années de multiples voyages dans le désert, à moto, tous les deux, ou avec les enfants en 4x4. Voilà, cet article de Jeff est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreuses autres histoires sur le site Dakar d'antan. À bientôt!